La Fondation pour la recherche médicale a été créée en 1945 pour contribuer au financement de la recherche médicale en France, particulièrement la recherche précoce. Les projets qu'elle soutient couvrent toutes les pathologies, cancer, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives et psychiatriques et maladies infectieuses, entre autres. Ces axes prioritaires sont agir sur la neurodégénérescence, prévenir les effets de l'environnement sur la santé, réparer le corps humain et accélérer la recherche sur la Covid-19 et les virus émergents. Elle a également pour mission de sensibiliser le grand public aux avancées scientifiques et aux enjeux de la recherche médicale. Son dirigeant, Maxime Molina, nous fait l'honneur de nous recevoir dans les locaux de la Fondation. Maxime, merci de nous recevoir. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? La FRM a même presque 80 ans, puisqu'on va les fêter en 2027. Donc, dans 2 ans, ce sera une belle année de célébration de la recherche médicale. Je viens de Montluçon. Je suis allé faire mes études à Toulouse, à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Quand j'ai terminé mes études, je suis rentré dans le conseil, dans un petit cabinet qui est vite devenu KPMG, puisqu'on a été racheté, en secteur public. Et puis, en 2019, j'ai été contacté par la FRM et je l'ai rejoint à ce moment-là pour devenir responsable du développement stratégique à l'époque, rattaché au président du directoire. J'ai été nommé secrétaire général il y a maintenant 2 ans et demi, et puis président du directoire il y a quelques jours à peine, quelques semaines. Pourriez-vous, peut-être dans un premier temps, nous expliquer quels sont les projets que finance la FRM? L'objectif, c'est de pouvoir couvrir tous les pans de la recherche. La question est intéressante parce qu'en 2019, et notamment au moment de mon arrivée, la stratégie qui avait été posée pour la FRM, c'était de dire identifions des axes prioritaires qui ont été positionnés parce qu'on se disait, ou à l'époque la Fondation se disait, il faut que nous puissions soutenir des projets de recherche qui sont sous-financés, qui représentent un défi majeur de santé publique et sur lesquels la FRM peut avoir une valeur ajoutée. On s'est dit, il faut s'adapter, là il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Donc ce serait assez risqué de se dire, il faut faire des choix. Nous, notre objectif, il est plutôt, alors certes, de faire ces axes-là, mais de continuer à avoir un socle solide de cette dimension généraliste. Comment sélectionnez-vous les projets ou les chercheurs que vous soutenez? La Fondation pour la recherche médicale fonctionne avec un conseil scientifique de 32 membres bénévoles, Hmm. qui sont des experts de tous les domaines en France, de tous les domaines de recherche. Ils se réunissent plusieurs fois par an pour évaluer les projets qui ont été soumis sur la base d'appels à projets. C'est comme ça qu'on identifie des pépites. Vous avez des pépites en tête? Oui, je pense déjà au Grand Prix qu'on remet régulièrement, parce que Hmm. chaque année, la Fondation pour la recherche médicale remet un Grand Prix. Moi, j'ai été très marqué en arrivant par le Grand Prix que nous avions remis à Nathalie Cartier-Lacave, une spécialiste de la thérapie génique. Elle a fait des travaux incroyables. Je pense à Vincent Prévost aussi, que nous avons récompensé il y a 2 ans, qui est un chercheur qui travaille à Lille, au CHU de Lille notamment et à l'INSERM, sur la question de la mini-puberté. Et Raphaël Rodriguez, c'est un chercheur sur le cancer. Il a mis en place une nouvelle molécule qui peut s'attaquer aux métastases des cancers les plus agressifs. C'est des travaux fascinants et que la FRM a financé au tout début, parce que c'est bien l'amorçage fondamental de son équipe qui permet aujourd'hui ces découvertes. Quel message aimeriez-vous faire passer sur la recherche médicale en France? C'est cette sensibilisation et comprendre l'importance du fondamental et de ne pas le négliger. On pourrait avoir une tendance à la course à l'innovation et à se dire on va financer des projets pépites qui sont déjà des startups, qui ont déjà réfléchi, qui ont déjà des concepts, mais s'ils les ont eus, bien souvent, c'est parce qu'ils sont passés par une phase de recherche fondamentale. Et quand je parle de recherche fondamentale, je ne parle pas que de la santé. La recherche fondamentale, ça existe dans tout, dans la chimie, dans les maths, dans tout, dans les sciences humaines et sociales. C'est la production de connaissances. Est-ce que la recherche médicale reste la cause préférée des Français? Aujourd'hui, oui. D'après les derniers baromètres, c'est souvent en lien avec aussi la cause animale, Ouais. mais la recherche médicale, les questions de santé sont dans le top des préoccupations des Français et des donateurs. Donc, ça fait partie des sujets les plus plébiscités. Quand on est Mm. conscient que financer la recherche, c'est potentiellement des impacts dans 20 ans, on ne donne pas directement pour soi, on donne pour ses enfants, on donne pour tous ses proches en réalité. Et d'ailleurs, ce qui est très beau aussi, c'est que souvent nous avons des très belles histoires de donateurs. Une des dimensions très importantes dans nos ressources, c'est les legs, les libéralités. Mm. Donc ce sont des gens qui malheureusement ont déjà été malades et qui sont partis et qui par leur patrimoine font vivre la recherche après eux. Et donc ce don-là, il est complètement désintéressé. Et c'est vraiment je donne et je prévois de donner quand je fais mon testament pour les autres et pas pour moi. Vous êtes une fondation financeuse. La notion d'impact est importante pour vos donateurs. Comment mesurez-vous l'impact de vos soutiens? Quand on est sur de la recherche fondamentale, c'est pas si facile à faire parce que c'est pas tout de suite un projet de recherche va sauver X vies. Et donc l'impact que nous allons avoir, ça va être l'impact des publications. Il y a des chercheurs qui vont à un moment donné publier un super article qui va faire beaucoup de rebondissements ou de retentissements. Le nombre de fois qu'il va être cité dans d'autres projets de recherche, ça veut dire qu'on comprend qu'il a été pivot à un moment donné dans une innovation. C'est-à-dire que quand on regarde 10 ans après,
à l'initiative 10 ans avant, il y a eu un projet financé par la FRM, et s'il n'y avait pas eu ce déblocage-là, peut-être que l'innovation n'aurait pas existé. Et là, on voit l'impact. Et on dit à nos donateurs, ben, vous voyez, en ayant financé un projet il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, il a abouti à ça. Que diriez-vous à des jeunes pour qu'ils s'intéressent à la science, à la recherche et ainsi créer des vocations? Si à un moment donné, on est convaincu qu'on veut se battre, s'investir et s'adonner complètement à une cause qui est celle de la santé publique, je pense que ça vaut tout l'or du monde et toutes les difficultés qu'on peut avoir derrière, dans les barrières qu'on va rencontrer, les obstacles. Quand on a cette conviction et cette passion-là chevillée au corps, il faut foncer. Et j'espère que la France, dans ses décisions, et l'Europe de manière générale, saura donner les moyens pour que ces vocations perdurent. À quand ces propres équipes de recherche à la FRN? Bon, je ne pense pas qu'on ait cette vocation-là. Il y en a qui le font très bien. Et puis, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet aussi d'être cet acteur un peu singulier qui alors déjà, qui ne crée pas de couches supplémentaires dans le millefeuille, et puis qui permet d'avoir un autre regard, une autre hauteur de vue sur la recherche et sur tous les labos français, ce qui nous permet d'avoir cette posture un petit peu complètement neutre, et puis d'appui, d'aide, de complémentarité, de valeur ajoutée dans ce système. Que fait la FRM pour attirer ou faire revenir les chercheurs qui travaillent aux États-Unis en France? Alors là, il y a quelque chose de très contextuel. En réalité, la Fondation pour la recherche médicale, elle a un programme depuis plusieurs années qui s'appelle l'aide au retour en France. C'est-à-dire quand les chercheurs, et c'est super, partent étudier à l'étranger, parce qu'il faut se nourrir de l'expérience et des savoirs des homologues, il est bien aussi qu'ils reviennent pour pouvoir apporter cette science et ce savoir. Aujourd'hui, d'après les retours que nous avons, il n'y a pas tellement d'afflux exceptionnels ou de demandes particulières. Il y a quelques cas isolés, mais on n'a pas le grand choc qui pourrait être attendu. Je pense que c'est déjà quelque chose qui va prendre du temps, premièrement. Et puis si ça arrive, ça va arriver au fil de l'eau. Et là, nous serons prêts, ça c'est sûr, à débloquer des crédits, à travailler comme on sait le faire avec l'INSERM, le CNRS et les organismes de recherche, pour que déjà on puisse certifier, assurer que le chercheur qui souhaite revenir n'est pas un chercheur isolé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un laboratoire, il faut qu'il ait un projet, il faut qu'il ait une équipe qui l'encadre. Et à partir de là, nous, on pourra compléter les financements s'il y a besoin de financement supplémentaire. Donc là, en première ligne, on sera là pour les aider. Et je pense que c'est notre première vocation, les chercheurs français qui vont être mis en difficulté. Après, sur ces chercheurs pépites, en sachant déjà toutes les difficultés que nous avons en France sur l'attractivité et les problèmes de salaire de nos chercheurs fonctionnaires, bon, c'est aussi délicat de dire on va faire venir des stars, les payer comme des stars, alors même qu'on crie depuis plus longtemps ou depuis plusieurs années sur les problématiques de financement, déjà pour nous-mêmes. Quel est le positionnement de la FRM à propos de l'impact des polluants chimiques sur la santé? La Fondation pour la recherche médicale a mis en place des axes prioritaires en 2019, dont celui sur la question de l'environnement et de la santé, ce qui nous a permis de financer pour 15 millions de projets de recherche, 15 millions d'euros, 83 équipes depuis 2019. La FRM a publié il y a quelques jours, donc on est aussi en plein dans l'actualité, une tribune qu'on a recommandée par le biais de cette tribune, 3 mesures. La première, c'est de dire lorsqu'on est certain de la toxicité d'un produit, il faut l'interdire. La deuxième mesure, c'est la question des seuils, puisque les seuils d'exposition, de façon individuelle, peuvent parfois être tenables, raisonnables, permis, mais en réalité, on sait très bien que l'être humain, il est exposé à plusieurs éléments chimiques. Et en réalité, l'exposition à plusieurs éléments crée ce qu'on appelle l'effet cocktail, et donc tous ces effets combinés créent un effet de seuil beaucoup plus important. Le troisième point, c'est celui de la prévention. C'est-à-dire qu'il y a les produits, il y a l'interdiction, il y a la surveillance sur ces effets-là, mais il y a aussi la prévention du grand public sur des gestes à avoir, sur des produits à consommer. Le Nutri-Score, par exemple, hein, sur un autre sujet, on ne parle pas que de pesticides là, mais est un bon moyen de rentrer dans la consommation, les habitudes de consommation et d'alerter sur la provenance, la qualité des produits. Ça, c'est un sujet que vous allez investir, la prévention? Oui, la prévention, c'est un Ouais. sujet qu'on adresse depuis longtemps. Je vous donnais l'exemple du Nutri-Score. En 2007, lorsqu'il a été mis en place, la Fondation pour la recherche médicale a apporté un financement à l'équipe de la cohorte Nutrinet, et notamment Serge Asberg, pour 700 000 euros pour déployer cette cohorte qui a amené au Nutri-Score. Donc, c'est des sujets que nous avons toujours abordés. Et une de nos missions, d'ailleurs, c'est de faire de l'information scientifique sur les grands enjeux de la recherche et les grands enjeux de santé. Donc, notre objectif aussi est de pouvoir informer, faire de la pédagogie autour des bonnes pratiques. Information, pédagogie, orientation dans les financements de la recherche, vous avez un véritable pouvoir d'influence. Est-ce que d'ailleurs, vous avez une volonté d'influence? On a la volonté de participer à un débat qui mélange tous les acteurs de l'écosystème en France autour de la recherche. Mmh. C'est ça le sujet. Est-ce que c'est une question d'influence? Est-ce que c'est une question de dynamique? Quand on sort cette tribune, c'est pour faire entendre notre voix. On est un acteur particulier, assez singulier et unique en son genre, parce que sur la question des pesticides,
On entend parler qui? On entend parler l'État via ses agences, donc une dimension publique. On entend parler les agriculteurs qui sont très concernés. On entend parler les industriels. Mais la Fondation pour la recherche médicale, elle a cette singularité de ne représenter aucun de ceux-là ou bien tout cela. On n'a aucune dépendance à aucun de ces acteurs. Notre avantage à nous, c'est qu'on n'est ni un acteur public, on n'a pas de commande de l'État. Nos projets sont financés par des comités qui sont propres à la Fondation pour la recherche médicale. On est en contact direct avec les donateurs parce qu'ils nous soutiennent, on est à leur écoute. Tous les jours, on les rencontre, on sait ce qu'ils nous disent, on sait ce qui les préoccupe, mais même les industriels aussi, puisqu'on travaille avec des partenaires entreprises, évidemment avec une totale imperméabilité entre nos financements et nos projets de recherche. Ils n'interviennent pas dans la dimension de nos briefs d'appel à projet, ils n'interviennent pas dans l'évaluation des projets de recherche, mais quand ils nous financent, ils nous expliquent aussi quelles sont leurs préoccupations. Et donc, c'est des sujets voilà, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et bien sûr, le dernier groupe, c'est la communauté des chercheurs, la communauté scientifique. Nous n'avons pas de laboratoire en propre, donc c'est pareil, on n'est pas ni l'INSERM, ni le CNRS, ni aucun institut. Donc on est capable de parler, non pas en leur nom, mais en ayant écouté leurs préoccupations. Et je pense que c'est ça qui fait la force de la Fondation pour la recherche médicale. Quel constat fait la FRM quant à l'état de la recherche en France? Je dirais que c'est un constat mitigé. Quand on voit les moyens financiers qui sont donnés à la recherche médicale en France, aujourd'hui, c'est 3%, à peine 30 milliards, même pas 27 milliards d'euros. Donc c'est très faible par rapport à nos voisins européens. Sur la recherche et le développement de manière générale, on devrait atteindre les 3% du PIB, on est tout juste à 2. Donc on a du retard, mais on a encore une fois un vivier d'experts, de scientifiques qui sont obstinés. Et ça nous motive. Quelle vision portez-vous sur la recherche médicale dans un monde en pleine mutation? Déjà, c'est une vision de conviction et une vision d'obstination. En réalité, le monde bouge, ça c'est sûr, mais on va être sur du temps long. Donc la plupart du temps, les chercheurs que l'on accompagne et que l'on finance sont des gens qui se sont investis au début de leur carrière en se disant, enfin, en fait, vous rentrez dans un parcours qui est un parcours qui va être semé d'embûches, qui est compliqué parce que vous devez être à la recherche de financement de façon permanente. Le monde bouge, les réglementations bougent, il faut qu'on arrive à les accompagner. Mais la recherche est là, elle est solide, c'est ce qui permet ensuite toute innovation, il n'y a pas d'innovation sans fondamentale. Et donc je dirais c'est un peu cette dichotomie entre ce monde très mouvant et un temps très long de la recherche dont on a tellement besoin et qui permet de stabiliser nos réflexions, qui permet d'anticiper aussi les enjeux de demain. Maxime, si vous pouviez imaginer la recherche des sciences du vivant de demain et son impact attendu, c'est-à-dire la santé des gens de demain, à quoi il ressemblerait d'après vous ce monde nouveau? Ce monde nouveau, pour pas revenir sur toutes les choses que j'ai déjà citées, je pense qu'il y a une donne là qui nous bouleverse aussi beaucoup, qu'on n'a pas évoqué, c'est la question de l'enjeu de la data, l'enjeu de l'intelligence artificielle, qui vient forcément bouleverser le paradigme, les référentiels de comment se fait la recherche médicale. On voit des accélérations fascinantes, c'est-à-dire des calculs qui se faisaient parfois en plusieurs années pour modéliser certaines protéines, etc., se font maintenant en l'espace de quelques semaines. Donc il y a une nouvelle façon de faire de la recherche. Il va falloir beaucoup réfléchir sur comment est-ce qu'on réglemente ces choses-là. Parce que le partage de la donnée, on voit les dérives que ça peut avoir, notamment aux États-Unis, sur des rachats par de l'industrie, des assurances qui désormais se basent sur des données de santé, etc. Évidemment que ça peut faire peur et que ça peut inquiéter, mais je pense que si c'est régulé, on va avoir affaire à une façon d'innover et de faire de la recherche qui peut être fascinante, monumentale, exponentielle. Donc ça peut être que de belles opportunités. Donc ça, c'est une chose, mon avis sur la recherche de demain. Je pense qu'il y a un sujet aussi de générosité. En réalité, et je parle de ça parce qu'on est un acteur qui finance la recherche en sachant qu'il n'y a pas que les impôts, les financements publics, il y a aussi cette part grandissante, en tout cas pour la Fondation pour la recherche médicale, de générosité, de philanthropie au sens large, qui est très importante parce que moi j'aimerais que demain on puisse comprendre que la santé et donc le don à des causes comme les nôtres, il y a la FRM mais il y en a plein d'autres, ça fonctionne comme une assurance vie. C'est prévenir, c'est anticiper, c'est avoir cette forme d'assurance et garantie que la recherche évolue plus vite que les maladies et pourra trouver des traitements plus vite que si en tout cas on ne l'aidait pas. Donc il y a aussi cette place de la générosité que je veux renforcer et qui j'espère sera prépondérante dans les années à venir. Maxime, merci. Avec grand plaisir Luc, merci à vous.